Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Et pour cette addition, vous le savez, un vendredi sur deux, nous retrouvons Frédéric Sinclair, politologue, analyste en stratégie et en communication politique, ancien chargé de mission auprès du Premier ministre Dominique de Villepin, auteur de plusieurs ouvrages dont La droite face à l'islam et dernièrement L'extrême droite expliquée à Marie Chantal. Bonjour Frédéric Sinclair. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un duo haut en couleur, Attal et Bardella, ou la France des boutiquiers. Oui, cette semaine, nous allons parler du couple Attal-Bardella. Alors pourquoi? Eh bien parce que Gabriel Attal fait la une du magazine Le Point, quand Jordan Bardella fait la une de Valeurs Actuelles. Celui qui voulait rester Premier ministre et qui a échoué, et celui qui voulait le devenir et qui a échoué. La presse a donc choisi de mettre en avant deux figures de la France qui perd. Deux figures aussi jeunes, qui façonneront probablement la politique française de demain. Et donc, deux figures que nous devons écouter attentivement et lire attentivement. Mais c'est bien parce qu'ils sont au début d'une carrière qui s'annonce assez longue et qu'ils ont échoué, l'un à redresser le pays, même un peu, même un tout petit peu, et l'autre à imposer ses idées et à conquérir le pouvoir, qu'il nous ait permis de questionner justement leurs idées, leur idéologie politique, cette vision qui est censée les guider et nous guider par la même occasion et guider le pays tout entier. Alors de quoi ont-ils parlé dans leurs interviews fleuves de la rentrée? Tout d'abord, de tambouille politicienne. Quel est l'état des relations entre Attal et Macron, entre Attal et Barnier, ou entre Bardella et Barnier, avec au passage un petit tacle interne à Sébastien Chenu? Bref, pas vraiment du haut niveau. Ensuite, un cran au-dessus, le discours programmatique. Les mesures qu'Attal a mises en place durant son bref passage à Matignon et celles qu'il espérait voir aboutir et qu'il va tenter d'imposer à Michel Barnier. En face, on a à peu près le même discours, mais façon RN, en plus détaillé. Où trouver 20 milliards d'euros d'économies? Comment couper dans les dépenses sociales? Les conditions d'accès au RSA? Les mesures à reprendre dans la réforme de l'assurance chômage qui a été abandonnée par Gabriel Attal? Ou encore la modernisation des administrations par l'intelligence artificielle? À peu près aussi divertissant que le débat télévisé qui avait opposé les deux hommes. Certains diraient, mais la politique, c'est ça. Eh bien non. Ça, ce sont des calculs de petits boutiquiers ratsoc. Savez-vous qu'en son temps, le général de Gaulle avait suggéré à Alain Peyrefitte la lecture d'un petit ouvrage d'André Tardieu, intitulé La réforme de l'État. L'ouvrage date de 1934 et voici comment il commence. On n'entend plus qu'un bruit de gros sous. Un bruit de gros sous que Tardieu attribue d'ailleurs à l'influence de la politique américaine et anglaise. Et il ajoute quelques lignes plus bas, « Il n'est question dans nos journaux interprètent des préoccupations du public que de chiffres d'affaires, salaires, traitements, pensions, créances, dettes, prix des matières premières, cours de bourse et escroqueries. Ni idées, ni sentiments, ni passion. » La politique française est réduite aujourd'hui encore à ce bruit de gros sous. Le consumérisme domine les consciences. Et il n'y a pas un responsable politique, y compris parmi les plus jeunes, qui soit capable de s'élever au-dessus des préoccupations matérialistes évoquées par Tardieu jusqu'au domaine des idées. Rappelons quand même que Tardieu, qui aborde la réforme de l'État, sujet dont on pourrait penser qu'il est aussi lourd que prosaïque et technique, cite Tocqueville et Balzac, qu'il fait référence à la charte de 1814 et à celle de 1830, qu'il prend à témoin Lamartine et Royer-Collard, qu'il oppose Rousseau et Montesquieu. J'ai eu beau chercher dans nos deux interviews de la semaine, je n'ai pas trouvé grand-chose. Ah si, Attal a cité Hannah Arendt. Les parents ne donnent pas seulement vie à leurs enfants, ils les introduisent dans un monde. Fin de citation. Bon, c'est peut-être pas ce qu'Hannah Arendt a écrit de plus percutant, mais surtout, cette absence de référents historiques, culturels et même philosophico-politiques témoigne d'une chose, la sclérose de la pensée. Comment réformer un pays avec une pensée qui est à l'arrêt? Une pensée politique coupée de ses racines intellectuelles est une pensée qui est soit moribonde, soit déjà morte. Car ce sont les racines qui apportent la nourriture, l'influx. Et quand on n'a plus d'influx intellectuel et même spirituel pour réformer le pays, que fait-on? Eh bien, on ajuste les minima sociaux. On réfléchit à des quotas pour l'immigration.
on cible les économies à opérer pour réduire la dette. Bref, on joue au boutiquier. Merci beaucoup Frédéric Sinclair pour cette chronique. Tout de suite, on passe à l'addition avec le reste de l'équipe. L'addition. Pour commencer cette édition, j'aimerais rebondir sur vos propos, Frédéric Sinclair. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais déjà cela, vous critiquez le fait qu'il n'y ait plus justement d'idées, plus de sentiments et plus de passion dans la politique. Et justement, ça m'interpelle parce qu'on a tendance à dire... Alors, plein de choses, mais qui sont contradictoires. La première, c'est que justement, la politique, ça devrait être quelque chose de sérieux, d'objectif, de posé, loin de l'hystérie. Et l'autre, c'est que justement, aujourd'hui, le sentiment, notamment celui de la bien-pensance, de ce que doit être le bon, de cette espèce de bienveillance exacerbée, complètement démesurée, prend le pas justement sur ce que devrait être une politique cohérente et bonne pour la France. Donc, est-ce que vous êtes certain qu'effectivement, il n'y a plus de sentiments dans la politique française aujourd'hui ? Oui, j'en suis certain. Et d'ailleurs, le diktat de la bien-pensance que vous mentionnez nous montre bien qu'il n'y en a plus. La diversité des opinions est clairement condamnée. On a fixé des limites à ce qu'on est en droit de penser. Et à partir du moment où on franchit cette limite, on n'est pas seulement en contradiction, on est aussi complètement hors cadre, hors du cadre républicain, hors du cadre démocratique qu'on a sanctuarisé. Et donc, il y a quelque part une forme d'atonie, il y a une forme d'asphyxie de la pensée. Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai mentionné dans la chronique à dessein quelques références. En réalité, Tardieu en donne beaucoup plus, quelques références intellectuelles. Et là, on se rend compte que on essaye de faire de la pensée politique, alors que ça soit de la bien-pensance ou pas, on essaye de faire de la pensée politique avec des référents qui sont strictement matérialistes. On a perdu toute forme de spiritualité dans notre monde. Et ça, c'est terrible. Parce qu'en réalité, c'est là que se situe, j'allais dire, la source, le courant qui peut irriguer la totalité de nos actions. Un corps qui ne pense plus ne vit plus. On a, pendant la période du Covid, réduit le bios à Zoé. Donc bios et Zoé sont deux mots grecs qui parlent de la vie, mais il y en a un qui parle de la vie dans toute sa diversité, c'est bios, et l'autre, Zoé, c'est la vie nue, c'est la vie réduite à l'action corporelle. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau de notre pensée matérialiste. En réalité, elle n'est que capable de compter, d'évaluer. Alors pourquoi on en est arrivé là ? Essentiellement parce que le scientisme, ce qu'on a appelé un temps le positivisme, à mon avis, le terme est un tout petit peu trop élogieux. On est véritablement dans un matérialisme comptable qu'on a appliqué à peu près à tout. Donc, on fait des tableurs, des chiffres, on accumule les données, mais on ne réfléchit plus, on ne pense plus, il n'y a plus de vision. Et donc, en plus de s'emmerder, pardon du terme, pendant les débats ou la lecture des interviews, en plus de ça, on n'apporte aucune solution au pays. Donc non, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de contradiction dans tout ça. On est véritablement dans une crise de la pensée. Louis Rigaudière. Bonjour Frédéric Sinclair, j'aimerais vous faire réagir sur l'actualité, ce qui nous occupe aujourd'hui évidemment, l'équipe gouvernementale qui se constitue évidemment. Quand on voit une dizaine de ministres macronistes, quelques ministres LR, macro-compatibles, etc., alors qu'évidemment la gauche avait remporté le second tour des élections législatives, le Rassemblement national, les élections européennes et le premier tour des législatives, est-ce que pour vous, vous considérez qu'encore une fois, comme je l'ai posé la question à nos abonnés sur les réseaux sociaux, on est face à un nouveau déni de démocratie, une trahison démocratique ? En fait, j'aurais tendance de but en blanc à vous dire un peu oui, parce que c'est quand même ce qui apparaît au premier plan, mais si on repose le problème un tout petit peu autrement, on va dire que non. Pourquoi non ? Parce qu'en réalité, la démocratie ne s'est pas exprimée comme elle aurait dû, elle a été trompée au moment de l'élection. C'est-à-dire, ce qui est sorti des urnes n'est pas le résultat d'un processus démocratique naturel. À partir du moment où, entre le premier et le deuxième tour, les projections du Rassemblement national passent de 305 sièges à 125 ou 127 réellement obtenus, plus les 16 de Ciotti, on se rend bien compte qu'il s'est passé quelque chose dans les consciences. Et ce quelque chose, c'est toute la propagande qui a été mise en place pour expliquer aux Français qu'ils devaient abandonner l'idée de voter pour quelqu'un qui allait les représenter et mettre en place une politique qui corresponde à leurs idées. Ils devaient simplement faire barrage. Peu importe pour qui ils votent, il faut faire barrage. Et à partir du moment où vous entrez dans une logique qui est celle-là, si vous avez un parti antidémocratique, a priori, vous devez l'interdire.
Vous ne pouvez pas dire au moment où il concourt, non, il est antidémocratique, il menace la démocratie et donc il faut l'interdire et supprimer l'essence même, le cœur du scrutin législatif. Et donc, on a à l'arrivée une Assemblée nationale qui est certes fracturée, mais qui surtout ne représente pas du tout l'idéal français d'exercice du pouvoir. Et donc à partir de là, se baser là-dessus pour constituer un gouvernement, ça me paraît complètement illusoire, puisque vous avez déjà quelque chose qui est une mascarade en soi. Donc, le gouvernement va se constituer de manière à établir en fait le rapport de force entre le président de la République avec son agenda propre, qui a une puissance, vous voyez, d'exercice, une puissance d'action sur les événements, sur les institutions et sur la constitution du gouvernement qu'on n'aurait pas cru possible dans notre pays, qui normalement était considéré comme une démocratie apaisée. On se rend bien compte de la dérive antidémocratique de Macron. Alors on l'avait vu à plusieurs reprises, pendant le Covid, pendant la crise des Gilets jaunes, mais là on s'en rend compte un tout petit peu plus. Et donc finalement, la seule chose qui se joue aujourd'hui, c'est pas est-ce que on a une représentation démocratique, parce que cette question ne se pose plus depuis la mascarade du scrutin. La question qui se pose, c'est quel peut être le rapport de force engagé entre, la société civile, la classe politique et le président de la République. C'est-à-dire aujourd'hui, qui va réussir à faire pression sur Emmanuel Macron pour essayer de lui tordre le bras? Qui va réussir à faire ça? Est-ce que Barnier va réussir à faire ça? Manifestement, d'après ce que vous me dites, non, il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à imposer ses ministres, il n'arrive pas à imposer son équipe. Il se range à l'avis du président, probablement pour de fausses raisons. Et maintenant qu'on en est là où on en est, on a beaucoup parlé aussi de la possibilité d'un gouvernement technique. Est-ce que ça n'aurait pas été une meilleure solution, peut-être? Oui, je vous en prie. Voilà, non mais est-ce que le gouvernement technique n'aurait pas été peut-être une meilleure solution que là un gouvernement avec des ministres que la gauche traite trop de droite et que la droite considère comme vu et revu? Oui, je comprends. Le principe, encore une fois, quand on pose la question comme ça aux Français, je pense qu'ils auraient tendance à dire oui, un gouvernement neutre, un technique qui finalement règle les problèmes du pays plutôt que d'avoir encore des querelles politiciennes même. Ça aurait peut-être été mieux. Sauf que quoi? Sauf qu'en réalité, un gouvernement technique, ça n'existe pas. On le voit par exemple avec les juges. On a beaucoup travaillé depuis Montesquieu à séparer les trois pouvoirs et à imaginer que le pouvoir judiciaire était indépendant de toute influence politique. Bon, on a vu avec le mur des cons, entre autres, et l'ensemble des juges rouges qui passent leur temps à relâcher les criminels dans la rue, plutôt que de les condamner comme le droit devrait le dire, c'est-à-dire à interpréter le droit en fonction de leur idéologie politique. On a vu qu'en réalité, cette neutralité n'existait pas. On l'a vu dans les médias aussi. Les journalistes du média mainstream qui nous ont fait croire pendant des décennies qu'ils étaient totalement objectifs et dépourvus de toute idéologie politique, on se rend compte qu'en réalité ce sont des agents du pouvoir dans bien des cas et que quand le pouvoir leur correspond pas, ils sont critiques. Par contre, quand le pouvoir leur correspond, ils sont un tout petit peu plus complaisants. Donc fondamentalement, il faut juste l'acter ça. Moi, je ne condamne ni les juges ni les journalistes, je dis juste dites d'où vous parlez, pour le dire comme Foucault. Qui parle et d'où il parle? Donc un gouvernement technique, il est pétri d'idéologie politique. Donc ça n'existe pas. En revanche, ce qu'on aurait pu faire, c'est ne pas avoir de gouvernement du tout. Laisser l'administration gérer les affaires courantes. Peut-être qu'on va arriver à là. Mais là, il va falloir exercer une surveillance aussi, parce que Emmanuel Macron, lui, va vouloir gouverner par décret. Parce que c'est ça qu'il cherche finalement. Ce qu'il cherche, c'est mettre en fragilité la classe politique tout entière pour dire, vous voyez, finalement, le seul recours de stabilité dans le pays, c'est moi. Donc, comme ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, comme on n'arrive pas à nommer de gouvernement, de premier ministre qui soit durable, on va attendre la prochaine dissolution et pendant ce temps-là, moi, je vais prendre les mesures qui s'imposent pour le pays. Il va falloir le contraindre politiquement et durement. Et surtout pas fléchir. C'est-à-dire qu'il faut que la société civile se réveille. Alors attention, quand je dis se réveille, ça ne veut pas dire descendre dans la rue et taper sur des casseroles comme le fait l'extrême gauche. Quand je dis se réveille, c'est-à-dire intellectuellement, c'est-à-dire qu'elle soit attentive à ce qui est en train de se passer pour qu'ensuite elle puisse, à travers les médias et à travers la classe politique, faire pression sur le président de la République. Il y a un certain nombre de marches avant d'arriver aux cas les plus extrêmes. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, qui est quelqu'un de relativement raisonnable, je pense, malgré sa dérive, est conscient d'un certain nombre de limites. Mais pour la matière du gouvernement, et en terminer par là, ni gouvernement technique, ni gouvernement de gauche, parce que la gauche aurait prétendument gagné les élections, elle n'a rien gagné du tout, elle est le produit d'une mascarade. En réalité, ce qu'il faut, c'est simplement des petits arrangements entre amis,
c'est malheureux, hein, mais on en est là, des petits arrangements entre amis pour nous faire passer cette année-là. Autant dire, ça va pas être glorieux. On avance et tout de suite une devinette pour introduire le sujet suivant. Qui a dit « L'esclave est un serviteur qui ne discute point et se soumet à tout sans murmure. Quelquefois, il assassine son maître, mais il ne lui résiste jamais. » C'est un auteur que vous avez cité en début d'interview. C'est beau ça, hein, cette phrase-là. Je sais pas, qui ? C'est Tocqueville. Ah ouais. Je suis Voilà. coupable. C'est Tocqueville. Et donc ça permet justement d'introduire le prochain sujet puisqu'on parle d'assassiner son maître avec ce projet de destitution d'Emmanuel Macron. Alors la première question peut-être, c'est pourquoi est-ce qu'on en est à parler de destitution là où la logique voudrait qu'Emmanuel Macron démissionne ? Oui, on n'en est pas, ça, encore une fois, parce que je pense que les médias mainstream qui font l'opinion ne disent pas les choses. Voilà. Donc, ils n'ont pas réellement abordé la dérive démocratique. Vous savez, dans cette émission quotidien, qui est vraiment l'émission Bobo par excellence, hein, qui s'adresse vraiment à l'électorat macroniste, il y a eu un invité, professeur au Collège de France, Pierre Rosanvallon. On peut pas dire que ça soit particulièrement un extrémiste, ni de gauche ni de droite. C'est quand même une personnalité installée. On peut être en désaccord avec ce qu'il dit. C'est mon cas, mais je lis tout ce qu'il publie parce que c'est quelqu'un qui est intelligent. Et donc, globalement, quand il dit, lui, qu'il y a dérive démocratique, à la suite de ce qu'avait dit l'ancien patron du syndicat, de la CFDT, il me semble que à ce moment-là, on peut lui faire confiance. Et effectivement, Emmanuel Macron est dans un exercice du pouvoir qui est de plus en plus personnel et il s'accroche en fait à ce pouvoir pour une bonne raison très simple qu'on a évoquée dès 2016. C'est quelqu'un d'extrêmement narcissique. Mais comme je n'aime pas l'analyse psychanalytique, je la laisse de côté et je reviens à l'analyse politique et je dis simplement qu'à partir du moment où la personne qui est à la tête de l'État est la source d'un certain nombre de dysfonctionnements institutionnels, il faut faire pression sur lui puisque lui n'est pas capable tout seul de prendre les décisions qui s'imposent. Et donc, on cherche à le pousser à la démission. Entre parenthèses, je suis pas certain que ça soit positif pour le pays. Imaginons la même mascarade qui se rejoue sur des présidentielles suivies de législatives qu'on a eues avec l'extrême droite. Attention, c'est les nazis, c'est les fascistes, c'est Pétain, c'est la division Charlemagne, etc. On va avoir un président réélu, mal réélu, illégitime déjà dès son élection, qui va donner ensuite, suite à une assemblée parlementaire qui va être à peu près du même acabit. Je suis pas certain que ça soit véritablement profitable. Donc, la question en réalité de la fracture démocratique que nous vivons, elle est beaucoup plus profonde que simplement la question de est-ce qu'il reste, est-ce qu'il part et qu'est-ce qu'on fait. Je pense vraiment, c'est pour ça que je parle des idées, je pense vraiment qu'il faut que le peuple se réveille. Je parle pas d'indignation, je parle d'un vrai réveil intellectuel, c'est-à-dire que je pense qu'il faut parler, il faut faire réfléchir tout le monde, il faut que la population, et Marie-Chantal en particulier, arrive à se rendre compte qu'elle est manipulée mentalement de manière à ne plus céder aussi facilement à cette propagande qui consiste à dire Mélenchon c'est l'extrême gauche, il peut pas arriver au pouvoir, Marine Le Pen c'est l'extrême droite, elle peut pas arriver au pouvoir, donc globalement on a le choix entre François Bayrou et Édouard Philippe. C'est juste pas acceptable. Maëlys, vous voyez acquiescer quand Frédéric Sinclair parlait de réveil du peuple, c'est quelque chose qui vous parle? Ah oui, tout à fait. Je pense que le peuple doit se réveiller intellectuellement, comme vous l'avez très bien dit, mais aussi elle doit faire valoir, entre guillemets, ses idées, même dans la rue, etc. Il faut vraiment que le peuple se réveille et sur tous les points, finalement. Donc, j'espère que c'est ce qui se passera très prochainement, parce que sinon, on va être dans l'attente et encore déçus. Voilà. Dans la citation de Tocqueville, quand il dit « L'esclave est un serviteur qui ne discute point et se soumet à tout sans murmure », si on s'arrête sur cette partie-là, finalement, ce qui manque à la France aujourd'hui, c'est le fameux murmure de protestation, parce que pourtant, on en a vu des murmures de protestation, le résultat aux dernières législatives. Enfin, il y a une voix, malgré tout, qui s'élève, simplement, elle n'est pas entendue. Je pense qu'il y a, si je parle de crise de la pensée, c'est parce que je pense qu'il y a dans la totalité des élites, vous avez remarqué que j'ai critiqué à la fois Attal et Bardella, je pense qu'il y a dans la totalité des élites un manquement.
je pense qu'on est en dessous de ce que la France a été dans son histoire aujourd'hui. Probablement la plus grosse déception de l'année qui est passée, ou des 2 années qui se sont passées, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour qui était estampillé intellectuel, parce qu'on a fait croire qu'Emmanuel Macron en était un, on s'est vite rendu compte que c'était pas le cas, mais Éric Zemmour, lui, en est un. Et malgré ça, son arrivée en politique n'a pas apporté, vous avez bien vu, l'espoir qu'on était en droit d'attendre d'une véritable réflexion sur le pays. Alors, bien évidemment, sur un certain nombre de constats, d'ailleurs partagés par tout le monde, ça fonctionne, mais on n'a pas véritablement de réflexion de fond. Et je pense, encore une fois, parce que la population et les élites passent leur temps à raisonner comme des boutiquiers, c'est-à-dire à s'occuper du niveau du RSA, etc. Je crois qu'il faut qu'on sorte de là véritablement, qu'on se remette à faire de la philosophie politique. On peut pas faire ça en 3 secondes sur BFM TV, parce que les temps de parole sont extrêmement courts, qu'on laisse pas, comme moi ce matin, le temps aux personnes de s'exprimer, de développer une pensée, parce qu'il faut recommencer à lire, parce qu'il faut casser les codes de la bien-pensance, comme vous le mentionniez au début. Et ça s'impose pas seulement à la Macronie et à Marie-Chantal, ça s'impose à tous les partis politiques, y compris aux prétendus extrêmes. Comment vous allez faire quand vous avez des hordes de personnes qui débarquent de l'étranger, Afrique et pays islamiques, et qui viennent et qui égorgent femmes et enfants de manière récurrente? Donc on peut pas dire que c'est un fait de société, c'est un fait politique, et que vous refusez, vous, d'exercer la violence légitime en retour. C'est-à-dire que la parole de Max Weber sur cette nécessité de l'exercice de la violence légitime par l'État n'est plus repensée, n'est plus acceptée, même par les extrêmes. On ne peut plus en faire mention sur un plateau télévisé, sous peine d'être disqualifié immédiatement. C'est-à-dire que la notion d'ennemi n'est plus pensée, la notion d'ennemi intérieur comme d'ennemi extérieur n'est plus pensée. Et donc fondamentalement, à partir du moment où vous pouvez plus vous défendre et avoir le courage, comme le disait le général Lecointre, de tuer l'ennemi, à partir de ce moment-là, vous êtes face à ce problème-là dans une impuissance qui est totale. Et ces paroles-là, encore une fois, elles sont toutes cadenassées par la bien-pensance à laquelle nous nous soumettons tous. Et donc finalement, le maître et l'esclave que vous mentionniez et que Tocqueville mentionnait et qui étaient des maîtres humains et des esclaves humains, aujourd'hui, ils sont mentaux. Nous sommes, nous, tous, élites et peuples confondus, esclaves d'un maître intellectuel qui est cette bien-pensance et qui nous empêche réellement de réfléchir à neuf et de repenser des concepts comme le nationalisme, l'ennemi, la démondialisation qui est absolument indispensable, la régionalisation de l'économie, la santé, les différentes formes de santé. Regardez la période Covid, ça a été terrible, le diktat de pensée pendant la période Covid. Donc, qu'on soit d'accord avec le vaccin ou pas, c'est même pas mon sujet, moi je suis pas compétent pour juger. Mais je dis juste que la pensée a été cadenassée à cette époque-là, en matière médicale comme ailleurs. Donc fondamentalement, le maître aujourd'hui, ce n'est pas l'élite, c'est vraiment une pensée qui est sclérosée. Louis Rigaudière. Oui, je reviens sur la démission d'Emmanuel Macron. Finalement, Barnier était quelque part en position de faiblesse sur toute la journée d'hier. Il ne savait pas vraiment qui nommer et était, retoqué systématiquement par Emmanuel Macron. Et c'est là qu'il a un petit peu pris son rapport de force à tour de bras, si je puis dire, parce que sans lui, une crise de régime aurait pu naître. Et là, la démission d'Emmanuel Macron, qui est notre sujet, aurait pu se poser si Michel Barnier venait à quitter Matignon. Et c'est là qu'en soi, on aurait pu avoir quelque chose, une démission surprise d'Emmanuel Macron. Puis après, comme vous l'avez dit, Frédéric Sinclair, une machine médiatique, un rapport de force politique complètement truqué. Et on aurait eu un second tour, Marine Le Pen, Édouard Philippe président, selon les derniers instituts qui nous prédisent ça. Donc au final, on voit qu'il y a maintenant un rapport de force qui est un petit peu plus équilibré, avec un gouvernement qui semble un petit peu se dessiner. Mais maintenant, quelle stratégie pour les oppositions? Est-ce que maintenant, notamment sur le Rassemblement national, est-ce qu'il pourrait censurer un gouvernement composé à grosse majorité de macro-compatibles à minima, ou de macronistes complètement même? Donc pour reprendre votre propos qui me semble extrêmement pertinent depuis le début, oui, effectivement, on aurait pu arriver à une crise de régime, mais pas forcément. C'est-à-dire que, premièrement, il y avait d'autres alternatives pour Barnier. Il aurait très bien pu tenir tête à Emmanuel Macron. Il aurait pu lui dire, voilà, et prendre l'opinion à témoin, je veux ce gouvernement-là,
c'est à moi de composer mon gouvernement. Vous êtes le président, vous n'avez pas votre mot à dire. Je vais gouverner avec ces ministres, pas vous. Vous êtes là pour présider. Je gouverne, je préside. Vous présidez aux destinées des nations et je gouverne concrètement. Et donc fondamentalement, il aurait pu engager un bras de fer dès hier, venir devant les caméras et jouer la communication. Ce n'est pas du tout la psychologie d'un Barnier. Et donc il ne fait pas ça. Il reste en coulisses et il tracte. Et c'est quelque chose qui déplaît fortement. Ça déplaît déjà aux oppositions, parce que ces tractations de partis minoritaires, c'est pas satisfaisant, et puis ça déplaît à l'opinion. Donc on n'est pas là dans un gage de stabilité de ce prochain gouvernement pour l'avenir. Ensuite, vous avez encore une fois raison, je pense, sur l'analyse que vous faites des oppositions et des réactions possibles des oppositions. Oui, un gouvernement, principalement, s'il y a effectivement un tel rapport de ministres macro-compatibles et macronistes, à ce moment-là, effectivement, les gauche et droite quand je parle de droite, je parle du RN, pas de LR, gauche et droite, qui a rejoint le centre, gauche et droite ne vont pas être tentés d'être très amènes vis-à-vis des propositions de ce nouveau gouvernement. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut attendre? Eh bien, on peut attendre que la gauche dépose de manière régulière des motions de censure dans les semaines et mois qui viennent, parce que régulièrement, elle va s'indigner des prises de position d'un gouvernement qui ne répond pas à ses attentes, et c'est sa façon, de toute façon, de procéder. Et donc, on va avoir face au NFP un rassemblement national qui va attendre tranquillement de voir est-ce que les mesures lui conviennent ou pas, est-ce que le timing lui convient ou pas, est-ce que c'est le bon moment pour sanctionner le Premier ministre et le gouvernement ou pas. Et donc, au moment où ça l'intéresse, eh ben, il attend la prochaine motion de censure qui, comme les trains suisses, va passer de manière régulière et sanctionner à ce moment-là. Et le gouvernement Barnier va sauter. Je crois que, encore une fois, je le répète, il fallait mettre la pression à Emmanuel Macron dès la composition du gouvernement pour l'isoler et montrer qu'aujourd'hui, la politique se fait sans lui. Alors qu'ils ont fait tout l'inverse et ils ont montré que c'est encore Emmanuel Macron qui tient les rênes du pouvoir. Et là, à mon avis, il y a un combat institutionnel, le premier, que le Premier ministre vient de perdre. Il nous reste quelques minutes, Frédéric Sinclair. J'aimerais rebondir sur un aspect que vous avez abordé en début d'interview à propos de l'âge de Bardella et de Attal. Âge plutôt modeste finalement, et on le pointe souvent du doigt en leur disant voilà, ils sont jeunes et donc brillants puisqu'ils sont au début de leur carrière. À l'inverse, l'âge de Michel Barnier a aussi beaucoup été pointé du doigt. On disait il a plus de 70 ans. Alors aujourd'hui, il y a cette mode des jeunes hommes politiques. Est-ce que ça a une influence sur la façon dont on fait de la politique aujourd'hui, et notamment, vous le disiez, sur cette perte de la pensée politique, le fait qu'il n'y ait plus vraiment de philosophie qui soit développée? Oui, on aurait pu imaginer finalement un Bardella ou un Attal particulièrement versé dans la philosophie politique. Il y a des jeunes journalistes, philosophes, etc. qui sont donc c'était pas impossible. Il se trouve que c'est pas le cas. Donc je pense que globalement on a une crise de la représentativité, c'est-à-dire que voilà, dans notre élite il y a une crise de l'aristocratie. On n'a plus l'élite qu'on serait en droit d'attendre. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, à 20 ans, on ne peut pas penser comme à 30, comme à 40, comme à 50, comme à 60 et comme à 70. Donc, j'ai tendance à dire que l'expérience est utile. Et donc, ça ne veut pas dire que toutes les personnes d'expérience vont être utiles, mais ça veut dire que malgré tout, le fait d'avoir fait ses preuves, ça, en politique, ça a un sens. Et donc, il faut arriver à trouver, j'allais dire, un équilibre. Et aujourd'hui, on est peut-être dans un déséquilibre. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a 20 ans, les éléphants du PS, et d'ailleurs, on en avait un peu soupé de voir toujours les mêmes têtes. Et d'ailleurs, j'allais vous dire, sur les plateaux télé, c'est quand même un peu comme ça aussi. Mais il y a, d'un autre côté, un risque dans le jeunisme. Et là, dans le cas particulier, Attal, Bardella, on est, et je pourrais même ajouter Macron, on est face à quelque chose qui dépasse la question du jeunisme. C'est-à-dire que, rappelez-vous, que Emmanuel Macron avait demandé dans son premier quinquennat à ses ministres de se réjouir de leur amateurisme. Et c'est ça qui pose problème. C'est pas tant qu'ils soient jeunes, c'est qu'ils soient jeunes et amateurs. Et qu'ils soient fiers de cet amateurisme. Et le problème, c'est qu'on en paye, nous, les conséquences. Et donc là, il y a un vrai problème. Dire moi, des jeunes, très bien. Par contre, des amateurs fiers de l'être, là, ça me pose un problème, quel que soit l'âge.
Merci beaucoup Frédéric Sinclair, on va finir sur ces mots. Merci aussi à toute l'équipe d'avoir été présente pour cette édition. Frédéric Sinclair, je rappelle que vous êtes politologue, analyste en stratégie et en communication politique, ancien chargé de mission auprès du Premier ministre Dominique de Villepin et auteur de plusieurs ouvrages dont La droite face à l'islam et dernièrement L'extrême droite, expliqué à Marie Chantal. Merci beaucoup et puis je vous dis à dans 2 semaines vendredi.